Bien, nous allons commencer. En dépit des inscriptions pléthoriques, apparemment la pause et les smoothies ont retenu quelques-uns d'entre vous. On a une petite heure et demie à passer ensemble pour parler de sujets qui sont à la fois passionnants et en même temps complexes, avec 3 points de vue qu'on a souhaité confronter entre 3 personnes qui viennent d'horizons, de cultures différentes, d'endroits du globe là aussi différents, et qui vivent dans des situations évidemment professionnelles et de mise en œuvre de leurs projets tout à fait également différentes. En revanche, toutes, et c'est le jeu auquel on va tenter de se prêter aujourd'hui, ont tenté de répondre à une question finalement assez, elle aussi, complexe et en même temps très simple. Est-ce qu'une ville, aujourd'hui, a une capacité à s'adapter aux nouveaux paradigmes, aux inégalités, aux impacts du dérèglement climatique, à la pression à l'urbanisation qui évidemment se développe et ne va faire que s'accentuer dans les années qui viennent. La moitié des habitants sur la Terre habiteront dans des villes d'ici 20 ans. Donc je suis ravi d'accueillir dans le désordre d'apparition Otávio Alves Barros, qui préside et dirige la coopérative du Vale Encantado à Rio de Janeiro au Brésil. Chacun va faire une présentation, donc je ne vais pas passer trop de temps et ni tenter de leur manger trop de temps. David Egner, qui dirige à Détroit la New Economy Initiative, et Martin van de Voorde, qui dirige West 8 à Bruxelles et Eindhoven, une agence, un cabinet d'architecture d'un genre et d'une approche un petit peu différent. Ce que je vous propose, c'est de diviser cette heure et demie en 3 moments. On va tout d'abord écouter chacun de nos intervenants au pupitre pour nous présenter de façon assez brève son approche et la façon dont il travaille et les projets qu'il développe. Une petite dizaine de minutes chacun, agrémenté de jolies images, nous l'espérons. Et puis, on viendra en format table ronde leur poser quelques questions et on gardera évidemment un moment d'échange avec vous pour les 15-20 dernières minutes de l'heure et demie qui nous est autorisée. Alors, je vais tout de suite passer la parole à David. Je conseille à tous ceux qui ne le font pas, sauf à être lusophone, d'aller se munir d'un traducteur ou d'un casque, car il va y avoir des interventions en portugais, en anglais et en français. Nous avons la chance d'avoir des traducteurs, donc profitez également de la technologie. Dave, c'est à toi. It's a pleasure to be here. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je suis désolé, je ne sais pas parler français. C'est, je pense, l'une des conséquences de notre système d'éducation aux États-Unis qui n'est pas excellent. Nous n'enseignons qu'une seule langue et en plus, on l'enseigne pas très bien. Bien, permettez-moi de vous proposer ma présentation sur la New Economy Initiative. Je viens de Détroit et cela fait pratiquement 7 ans maintenant que je travaille à cette initiative qui a été fondée par 10 fondations au départ, puis 3 nous ont rejoints, donc 13 ONG qui ont rassemblé 135 millions de dollars pour essayer de stimuler l'économie dans la région de Detroit. Donc ça faisait beaucoup d'argent à cette époque-là, à une époque où l'industrie automobile était en pleine crise et à l'époque où les États-Unis vivaient la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Et nous étions bien convaincus qu'il nous fallait changer non seulement une économie, mais surtout une culture. Donc, quelques éléments de contexte sur la ville de Detroit, et ensuite je vous parlerai de notre initiative. La plupart d'entre vous connaissez Detroit parce que nous sommes la ville de l'industrie automobile aux États-Unis. Nous avons la réputation d'avoir créé la classe moyenne aux États-Unis avec les chaînes de montage automobile créées par Henry Ford. Alors pour moi, la véritable innovation, ce n'était pas la chaîne de montage, c'est une innovation qui s'est produite en 1914, le 10 janvier 1914 pour être précise. Là, vous avez
des personnes qui font la queue chez Ford et qui faisaient la queue parce que Ford proposait 5 $ par jour comme salaire, alors que partout aux États-Unis, le salaire moyen était de 1,30 $ par jour. Si vous travailliez dans la mine, vous gagnez 2,60 $, grosso modo. Donc, il a pratiquement doublé les salaires. Et du coup, vous avez eu une arrivée massive de population à Detroit. Regardez la population. Regardez, en 1910, la population était relativement stable et à partir de 1914 jusqu'en 1920, la population a doublé, puis a encore doublé au cours des 20 années suivantes. Et la ville s'est retrouvée avec pratiquement 2 millions d'habitants. Puis, dans les années 50, le président Eisenhower a construit des autoroutes et on a eu également le tout-à-Lego et il n'y avait plus de plan pour contrôler la croissance. Donc, même si la population est restée relativement stable, voilà ce qui s'est passé dans la région de Detroit. Maintenant, dans le sud-est du Michigan, vous avez 200 municipalités. Et le gros point jaune, qui est le plus proche de la rivière, avec l'État de l'Ontario au Canada, de l'autre côté, c'est la ville de Detroit. Et le reste, c'est la région de Detroit, qui s'est beaucoup étalée géographiquement. Et tout à l'heure, on va vous parler de la croissance à Rio. Eh bien, à Detroit, ça a été plutôt une contraction. La population de 2 millions a beaucoup chuté. On est à 650 000 habitants, grosso modo. Tous ceux qui pouvaient sortir de la vie de Detroit sont partis et ne sont restés que les classes les plus pauvres dans la ville. Cette initiative New Economy essaye de réparer les grandes disparités économiques qui se sont produites dans la ville. Nous avons des concentrations de gens pauvres au centre-ville et des personnes plus riches en banlieue. On essaye également de ranimer cette flamme entrepreneuriale qui a fait de Detroit ce qu'elle était. Et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous n'avons pas su nous adapter. La culture est quelque chose également qui est difficile à aborder. Et la capacité des gens à bouger s'est effondrée, a disparu. Donc, nous avons décidé de redevenir des innovateurs tout en produisant une culture qui permettait la réinclusion des classes défavorisées. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette zone qui était une zone de croissance et d'innovation. Donc, dans cette région, nous avons plusieurs hôpitaux, 3 grandes universités de recherche à quelques kilomètres les unes des autres et qui produisent de l'innovation et des nouvelles technologies. Et nous avons des talents parce que les designers, par exemple, ont été attirés dans la région de Detroit par l'industrie automobile. Et nous avons aussi d'autres atouts que nous avons su utiliser pour faire avancer la région, mais il faut échapper à cet héritage de l'automobile. Et nous reconcentrer sur la croissance des grandes technologies, mais également regarder ce qui se passe au niveau du terrain, avec des petites initiatives de terrain. Ce qu'il nous faut, c'est promouvoir le talent. Ici, vous avez une entreprise qui s'appelle Sweet Potato Sensation. C'est une petite entreprise familiale, c'est la 3e génération, qui a commencé dans une petite boutique. Et avec l'aide des bourses de l'initiative New Economy, ils sont maintenant en mesure de fournir des aliments et des chaînes d'épicerie partout dans les États-Unis. Ici, une des photos que je préfère, je voulais en parler et parler de ce problème culturel d'une manière un petit peu différente. Ici, vous avez le pont Ambassador qui fait le lien entre Détroit et Windsor dans l'État de l'Ontario, Canada. Il y a beaucoup de trafic de marchandises sur ce point frontière que partout ailleurs. Et pourtant, Détroit n'est pas le plus grand port intérieur aux États-Unis, car c'est là un atout sur lequel nous n'avons pas su capitaliser.
Nous n'avons pas su créer ces emplois. Nous sommes en train de commencer, mais c'est un atout incroyable. Et nous avons là beaucoup d'entrepreneurs, de petites entreprises qui existent déjà, qui ont été fragmentées et qui n'étaient absolument pas connectées les unes aux autres d'une manière utile. Donc, quand vous étiez entrepreneur, vous demandiez de l'aide et vous alliez dans une agence qui ne pouvait pas vous aider, qui vous envoyait voir quelqu'un d'autre, parce que le gouvernement mesurait sa réussite par le nombre de personnes qui rentraient dans les bureaux des agences gouvernementales. Ici, vous avez une cartographie, vous avez là sur les points les entrepreneurs et les petites entreprises de services à Detroit. Et ce qui est en détaché, c'est le centre-ville de Detroit. Ça fait 26 km² à peu près, et les entrepreneurs sont tous rassemblés ici. Donc il y a vraiment le potentiel pour créer un quartier d'innovation. Et c'est là que le renouveau est en train de se produire. On est en train de voir des efforts tout à fait impressionnants pour redonner à la ville sa superbe d'autrefois. Mais la ville de Détroit, dans son ensemble, fait 360 km² par rapport aux 26 du centre-ville. Donc, oui, on a 26 km² qui fonctionnent bien, mais le reste, ça ne fonctionne pas très bien. Et à nous, maintenant, d'essayer de réduire ces disparités. On a commencé par faire le catalogue de ces différents groupes et on leur a demandé de travailler ensemble, de se relier, de se connecter. Et quand on donne une bourse à quelqu'un, on leur dit qu'il faut qu'ils travaillent à l'inclusion. Et pour nous, c'est tout à fait important qu'ils nous expliquent exactement comment ils comptent jouer leur rôle pour réduire les inégalités sociales. Sinon, on arrête de les financer. Donc, BizGrid, c'est notre première tentative pour établir un catalogue permettant de connecter ces initiatives. Alors maintenant, les résultats en quelques chiffres. Nous avons 160 000 personnes qui sont venues nous voir pour obtenir notre assistance. Et ces chiffres sont assez récents. Nous avons soutenu 6 000 entreprises, 1 600 entreprises nouvelles ont été créées. Aux États-Unis, à 15% des entreprises sont détenues par les gens qui les gèrent. Et vous avez 47% d'actionnariat minoritaire. 26% des entreprises sont des entreprises de nouvelles technologies. Et les entreprises de nouvelles technologies représentent 39% des entreprises ayant de l'actionnariat minoritaire. Je voulais maintenant partager avec vous ce que nous avons appris de cette initiative et bien entendu on pourra en reparler durant la séance de questions-réponses, mais voilà les observations les plus importantes que nous avons faites. On s'est rendu compte que beaucoup d'organisations créent des réseaux et commencer vraiment à créer des réseaux. Deuxième leçon, il faut réduire l'écart au niveau des écosystèmes quand le marché n'était pas en mesure de répondre. Donc là, on a investi sur les centres qui essayent de promouvoir l'entrepreneuriat. Vous avez un programme qui s'appelle Accès, qui essaie de développer l'entrepreneuriat au niveau des peuples amérindiens. Et il y a beaucoup d'autres initiatives de la sorte. Donc, à nous de construire ces ponts. On sait que cela va prendre de très nombreuses années avant de porter ses fruits. Et comme je vous le disais, la culture, c'est beaucoup plus puissant que la logique politique. Et notre mission, ce n'est pas de démarrer des entreprises.
Ce qui est important, c'est d'utiliser l'entreprise pour faire évoluer la culture. Une culture qui permette aux personnes d'être indépendantes et responsables de leur destinée. Tout ce qui est les perturbations sont nécessaires pour changer, pour susciter une prise de conscience et aller vers le changement. Donc nous avons créé, par exemple, un concours avec une dotation d'1 million de dollars. Donc on était prêt à distribuer 1 million de dollars aux entreprises les plus innovantes qui venaient nous voir en nous disant ce qu'ils étaient prêts à faire pour réduire cette fracture sociale. Alors, nous avons également invité des capitaux risqueurs de partout dans le monde pour s'intéresser à ces projets d'entreprise. Et 100 fonds d'investissement de capital risque nous ont rejoints dans la région de Detroit et ont levé près de 7,5 milliards de dollars. D'un autre côté, nous avons créé un programme qui s'appelle Any Ideas, n'importe quelle idée, parce que notre système soutenait les startups, mais pas forcément les entreprises existantes. Et si vous étiez dans un quartier défavorisé, il n'y avait pas forcément de moyen d'avoir accès à des financements. Donc on a créé un concours et aujourd'hui nous avons plus de 1000 entreprises après 2 ans de concours qui se sont inclus dans le programme. Et toutes ces perturbations ont créé un environnement tout à fait propice au changement. Et encore, une chose que je voulais dire, c'est que les idées vont beaucoup plus loin si on ne s'y accroche pas. Il faut les laisser partir à l'aventure et accepter que ce ne soit pas forcément nos propres idées qui vont faire bouger les choses, mais nos idées en même temps que celles des autres. On est quelquefois très bon à identifier un problème, mais la solution pourra être apportée par d'autres. Et si nous continuons à pousser ceux qui travaillent sur les problèmes avec nous, nous pouvons trouver des solutions qui vont permettre d'aider les classes les plus défavorisées. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il y a différentes choses que nous devons faire absolument dans les années à venir. Tout d'abord, susciter une prise de conscience dans les communautés, une prise de conscience des compétences entrepreneuriales au niveau des différentes communautés. Il faut créer cette culture d'entrepreneuriat parce que c'est dans notre meilleur intérêt. Et ça, il faut qu'on y réussisse, qu'on y parvienne dans les années à venir. Ensuite, travailler sur les marchés des capitaux et travailler là-dessus de manière très précoce. On a investi et on a eu des retours sur investissement sur les millions de dollars que nous avons investis. Et maintenant, on étudie les modèles du tiers-monde qui vont pouvoir être répliqués et adoptés dans certains de nos quartiers urbains. Utiliser les défis urbains pour stimuler la commercialisation. Si nous pouvons travailler avec les universités et faire en sorte qu'ils se penchent sur ces problèmes, grâce à ces bourses et à ces concours, ça peut être très favorable. Un exemple, la région a un gros problème de structure de tout à l'égout. Et le coût de remplacement de tout le système d'égout serait énorme. Nous avons proposé un concours sur des quartiers bien précis pour éviter les écoulements d'orage, par exemple, de 50%. Et cela a permis de faire émerger des projets dont certains sont en cours de développement. Et, on a notamment mis à jour des technologies et la technologie qui sera sélectionnée va recevoir un financement de 250 000 dollars. Et bien entendu, nous espérons pouvoir répéter ce type d'initiative. Et enfin, la formation à l'entrepreneuriat, et ce de manière très précoce également, ça c'est un travail très important pour ceux qui ont le sentiment qu'ils ont envie de se lancer dans l'entreprise. Il faut pouvoir leur apporter la formation parce que nombre d'entre eux n'ont pas eu l'opportunité d'aller à la fac. Donc, il faut leur apporter cette formation pour que les gens comprennent que leur destin est entre leurs mains. Maintenant, je serais ravie de répondre à vos questions, mais laissez-moi vous dire combien c'est un plaisir que d'être parmi vous. Merci beaucoup, David.
Alors, c'est vrai que Détroit a connu une crise sans précédent qui a fait chuter de façon dramatique, il l'a bien précisé, la population, et donc poser des questions d'adaptation et, comme on dit aujourd'hui, de résilience, évidemment clé pour l'évolution future de la ville. À Rio, c'est un phénomène un peu différent auquel Otávio et certains de ses collègues dans d'autres organisations tentent de s'attaquer. Pas qu'il y ait un développement galopant des habitants, mais que les inégalités ont toujours été là, n'ont jamais été aussi fortes, puisque Rio est la ville considérée dans le monde comme la plus inégalitaire entre les hauts et les bas revenus. Et donc Otávio va nous parler un petit peu de la façon dont lui, les habitants de sa communauté, des communautés voisines, tentent de s'organiser pour créer les conditions d'une adaptation à ces inégalités sociales et éventuellement, évidemment, de les dépasser. Bonjour. É prazer enorme estar aqui no fórum para falar de problema que a gente vem sofrendo há vários anos no Rio de Janeiro e que a comunidade do Vale Encantado tem sido ameaçada pelo poder público e que a gente vem lutando contra nous, dans essa notre questão communauté, das on remoções, s'affronte, não on só no lutte Vale Encantado, mas em todo face à ces tentatives de remotion, non seulement dans notre propre communauté, mais ainsi dans d'autres communautés de Rio. Et Vale Encantado, elle sert un peu de modèle de communauté, d'une communauté durable. Et cela renforce de plus en plus, et tout au long de ces dernières années, surtout en fonction des partenariats qu'on établit. Notre communauté, c'est une communauté centenaire et qui a traversé plusieurs cycles économiques comme les plantations de café, l'agriculture qui existait déjà dès le temps de la colonisation, du temps des Portugais, qui ont fait beaucoup de déforestation dans cette forêt pour la plantation de café. Et les familles a été replacé dans plusieurs régions dans le cadre de cette forêt. Et le Vale Encantado, justement, c'est un de ces lieux qui a accueilli ces familles. Et tout ça, c'est un processus qui se passe depuis 130 ans. Il y a la famille Carvalho qui a été parmi les premières à arriver. Ensuite, il y a une autre famille, Barros, qui est ma famille, et la famille Medeiros. Donc, c'est les trois familles qui ont occupé depuis de très longues années cette région de Vale Encantado. L'extraction des carrières de granit a provoqué des grands désastres dans toute cette région autour de la forêt. Et cela a provoqué des graves problèmes environnementaux. Et plusieurs familles qui étaient venues d'autres régions pour travailler dans ces carrières sont confrontés à sa fermeture, qui s'est passée en 1968, et ces familles ne savaient pas comment créer des revenus pour ces familles, pour leurs familles. Et c'est là, pour que vous ayez une idée de la population, en 1988, il y avait autour de 350 habitants dans un seul endroit, et actuellement, nous avons, entre enfants, des personnes âgées et des adultes, nous avons 118 habitants. Donc, comme vous voyez, il y a eu une perte d'habitation, des habitants qui sont partis à la recherche d'emploi. Et cette communauté de Vale Encantado a été un peu restée à l'abandon. Et c'est pour ça qu'en 2005, nous avons créé une coopérative pour essayer de développer des activités économiques dans cette région, comme par exemple des cocktails, de coffee break, des déjeuners, des marches écologiques, ainsi que d'autres prestations de services qu'on propose au cours de ces dernières années.
Donc, comme je vous ai dit, la coopérative a été créée en 2008 à l'issue de toute une mobilisation. Et cette coopérative, c'était pour promouvoir les égalités sociales et développer des projets avec un partenariat avec des universités, des ONG, des instituts. Là, les bâtiments que vous voyez, c'est le siège de la coopérative. C'était une maison et comme la famille est partie, elle est restée un peu à l'abandon. Et la coopérative s'est installée dans ce bâtiment. Et nous, donc, on a réussi à acheter cette maison pour que d'autres personnes de d'autres endroits qui ne soient pas occupés pour transformer ces bâtiments dans une autre activité qui ne soit pas favorable au développement de la coopérative. Et donc la coopérative, avec l'association des habitants, on a créé un conseil de citoyenneté de Alto da Lagoa Vista, c'est la région de la forêt, qui rassemble 11 communautés qui affrontent le même problème de rémotion, d'être déplacées. Donc nous sommes associés pour aller revendiquer auprès du pouvoir public nos droits sociaux pour éviter la rémotion de cette population. Et nous avons vraiment montré que nous souhaitons rester à cet endroit compte tenu de l'histoire de toutes ces familles qui sont implantées depuis de très très longues années, en plus de notre capacité de préserver cette partie de la forêt. Parce que c'est une question derrière ça du pouvoir immobilier qui veulent retirer ces communautés plus défavorisées pour la construction de projets immobiliers pour la classe moyenne et classe moyenne haute. Donc ça, c'est un processus qui a lieu dans toute cette grande région de Alto da Boa Vista, c'est la grande forêt. Il s'agit d'une région qui est très calme, très pacifique et qui, heureusement, dans notre communauté, nous n'affrontons pas les problèmes de trafic de drogue, ni rien, il n'y a pas de violence. Elle est habitée par des familles qui y sont depuis vraiment des générations. Parmi les projets que nous développons, c'est un projet à travers la musique, en amenant tout le travail que nous développons au Vale Encantado. Et la réussite de notre travail est de tous ces projets comme le festival de musique, les randonnées écologiques, des projets autour de la gastronomie. C'est tout un ensemble d'informations qui sont le fruit des idées des gens qui veulent connaître le Vale Encantado, veulent savoir comment se passe cette vie aux abords des forêts, à l'intérieur des forêts, et montrer ça à des gens qui n'habitent pas dans ces genres d'endroits. Et la musique, c'est un des moyens de montrer comment est la vie, le quotidien de toutes ces familles, sans montrer que ces personnes, les habitants, peuvent rester sans être obligés d'aller chercher de l'emploi ailleurs. Par exemple, pour vous donner une idée, nous avons des problèmes de transport collectif. Nous avons des transports seulement à 6h30 du matin, un autre à 13h30. Et pour avoir donc un accès au travail, il faut prendre 3 types de transports différents. Donc, la question du transport public, c'est un vrai problème que nous affrontons. Et la plupart des familles qui y vivent n'ont jamais réussi, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller travailler en dehors de Vale Encantado. Bon, certaines, parce qu'il s'agit des femmes qui restent soumises au mari, parce que c'était les femmes des salariés, des carrières ou des plantations. Et surtout, c'est des femmes qui n'ont pas eu l'occasion de faire des études qui leur possibilitent d'aller chercher du travail ailleurs. Là, vous voyez sur ces photos les randonnées que nous proposons pour connaître un peu le Vale Encantado. Là, au fond, vous voyez, il y a des cascades, là où on ne peut pas se baigner parce que l'eau de ces chutes d'eau, c'est une eau qui vient dans... Cette eau
en réalité, elle passe par d'autres résidences et clubs sportifs qui finissent par polluer cette eau. Donc, elle n'est pas possible de se baigner. Un autre projet que nous menons, c'est la gastronomie locale avec plusieurs plats sophistiqués, mais faits avec cette culture produite par les familles de Vale Encantado, comme le jacalhau. C'est un plat typique de la région, fait avec le fruit du jacquier, qui est très présent dans la forêt de Tijuca. Sinon, la fleur du bananier, c'est une partie qui n'est pas utilisée et nous la transformons pour faire une très bonne, délicieuse tarte. Nous avons aussi une gelée de Christophile qui devient une confiture, une gelée. Nous produisons beaucoup de jus de fruits en réutilisant des aliments en diminuant, en réduisant les pertes. Là, vous voyez toutes les femmes qui travaillent dans nos cuisines en développant, en créant tous ces plats, tous ces mets. Et les personnes qui s'inscrivent pour faire, par exemple, les randonnées écologiques, nous proposons aussi de déjeuner sur place et goûter à tous ces plats. Là, vous voyez un travail qui est développé par des ONG. C'est un biodigesteur. Et tous les aliments qui sont produits dans nos cuisines, ils ne vont plus aux déchets normaux. Tout est gardé là. Il est décomposé et va produire les gaz qui sont dans ces poches vertes. Et ce gaz peut être réutilisé dans les cuisinières de notre coopérative. Comme ça, on a une durabilité, une réutilisation totale sur place. Et à la fin de ce processus, nous obtenons un liquide, c'est un biofertilisant qui va être utilisé dans notre potager communautaire, en plus d'être utilisé dans les arbres fruitiers et d'autres plantations, qui est une espèce d'engrais pour nos propres plantations. Là, vous voyez un autre projet de chauffe-eau solaire qui est créé avec des résidus des matériaux qui ne sont pas utilisés dans la construction des maisons, comme des tubes en PVC. Et tout ça, c'est fait par l'énergie solaire avec ces réservoirs et qui arrive à chauffer l'eau tout au long de l'année, y compris une partie de l'hiver, même si Vale Encantado, c'est une des régions à une température plus basse de Rio de Janeiro. Mais nous arrivons quand même à chauffer l'eau qui arrive à fournir de l'eau chaude pour une famille, ce qui est très bien parce que ça peut réduire vraiment de 80% la consommation d'énergie électrique grâce à l'utilisation de ce chauffe-eau. Comme ça, et ensuite, vous voyez sur l'autre photo, c'est un potager bio créé par les familles. Et là, également, grâce à un partenariat avec l'université, que nous avons développé ces potagers. Là, vous voyez la diffusion du travail dans les médias, du travail réalisé au Vale Encantado, et nous cherchons toujours à montrer comment on arrive dans une communauté comme la nôtre, et tenant compte de ses particularités, nous arrivons à côtoyer la nature dans son habitat naturel d'une façon responsable, tout en créant des mécanismes durables. Le Vale Encantado cherche à être un modèle pour transformer donc cette région, mais d'une façon durable
Et grâce à la diffusion dans ces médias, elles peuvent être reproduites dans d'autres quartiers, dans d'autres régions qui puissent comme ça s'adapter à ce type de modèle. Donc vous voyez là, ça c'est un magazine du quartier Tijuca qui a aussi diffusé un article sur le Vale Encantado. Là, vous voyez un projet des restaurants de la coopérative. Ce sont des architectes de l'Université fédérale de Rio de Janeiro qui a créé ce projet. Et en bas, vous voyez une maquette de comment sera la terrasse de ces restaurants. Et en haut, c'est l'intérieur du restaurant qui est pratiquement prêt grâce à cette collaboration avec les architectes qui ont fait le projet en utilisant des matériaux locaux tout en créant un espace très accueillant. Ici, vous voyez le siège de l'association des habitants où nous avons réussi, grâce à un partenariat avec une ONG, créer un espace commun à tous les habitants où on peut réaliser des formations, des conférences. Et en bas, vous voyez là un biosystème qui est en phase de développement. Il utilise déjà utilisé ces techniques en Haïti, en Afrique. Et Vale Encantado a obtenu ce système, ce modèle pour traiter toute l'eau de la communauté. C'est un système qui utilise des racines par chute d'eau et la création de gaz sert aussi à être utilisé par les familles de la communauté. Et cela servira de modèle et cette famille va faire l'entretien en fonction de l'arrivée de ces gaz dans sa maison, dans cette espèce d'échange de prestations. Il s'agit d'un système dont la technique est faite par des racines. Les plantes vont absorber tous les nutriments et les impuretés qui viennent des eaux des égouts. Et à la fin, ça crée une espèce de système de filtrage et on obtient à la fin l'eau propre qui pourra être relancée dans les chutes d'eau qui, comme je vous avais dit tout à l'heure, ne peut plus être utilisée pour la baignade parce qu'elle a été polluée en amont. Espérons que bientôt nous pourrons la réutiliser. Un autre difficulté que nous affrontons, c'est le problème des transports publics, comme on a déjà dit. Comme c'est une communauté très petite et qui n'est pas une poche, disons, électorale pour les intérêts des politiciens, il y a une grande demande, justement, vis-à-vis des services de transport public. Nous sommes très isolés et si nous n'arrivons pas à nous développer davantage, c'est beaucoup pour cet isolement. Et tous les projets qui aident tout ça, il est très important pour la réussite de ce projet, les partenariats, pas seulement avec des entreprises brésiliennes, mais internationales. Nous avons beaucoup de partenariats avec des entreprises. D'ailleurs, c'est des entreprises et des personnes qui regardent le Vale Encantado comme un pôle de développement qui peut donner la durabilité à la communauté grâce à la création de revenus et qui deviennent durables. Et tout ça permet que ces personnes puissent préserver la communauté en évitant la spéculation immobilière et que tout ça puisse être utilisé, évitant le côté d'exploration et de départ. La population de Vale Encantado, elles ne veulent pas partir, elles veulent rester là-bas, habiter là-bas. Et c'est pour ça que nous avons du soutien de toutes les personnes qui ont un regard différent. Tous les projets que nous développons à Vale Encantado, ils aident les développements économiques de la ville. Et j'ai dit ça parce que, en réalité, il y a toute la question de la pollution automobile. Et si on développe des activités sur place, ça nous évite
se déplacer ailleurs. Et ça, c'est une économie de temps, mais aussi un moyen de moins polluer. Les projets vont aussi aider la ville parce que comme ça, on arrive à former et à éduquer les familles sur place pour que ces familles puissent se développer d'une façon plus juste, plus équitable, sans être s'exposer à des exploitations explorées, comme ça arrive avec beaucoup d'entreprises à Rio. Donc, ce type de développement nous permet de voir un autre chemin pour la ville, parce que ça nous aide à la communauté, si elle est aidée, elle va s'ajuster, elle va s'intégrer d'une façon qu'elle puisse elle-même aider le développement de la ville. Et le modèle que nous menons à Vale Encantado, il commence aussi à toucher d'autres communautés semblables et d'une façon, même je dirais d'une façon amicale, parce que j'ai l'habitude d'aller auprès d'autres communautés, d'établir des partenariats, d'exposer notre démarche autour de cette... Par exemple, il y a une grande communauté, c'est la communauté de la favela de Rocinha, c'est l'une des plus grandes de Rio, qui compte avec la présence de plusieurs ONG qui viennent pour aider. Mais il y a des présidents d'associations qui sont venus me contacter pour savoir comment je développe, par exemple, cette question du tourisme, la question sociale à travers la gastronomie, la question de la dépollution de cours d'eau, la récupération et les traitements des déchets. C'est tout ça, c'est des services que les pouvoirs publics ne font pas et que nous sommes en train d'essayer de réaliser. Donc, je voulais remercier à vous tous et j'espère avoir pu contribuer pour une plus grande connaissance de vous, de notre réalité. Et lors des questions-réponses, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Octave. Alors, on l'a vu, c'est un peu le même, finalement, le même cycle en tout petit, mais qui s'est passé à Détroit, une activité économique dans une petite communauté qui disparaît et la moitié de la communauté qui disparaît avec l'activité économique. En termes d'adaptation, on voit aussi, c'est des sujets sur lesquels on pourra revenir, que l'absence des pouvoirs publics a finalement poussé la communauté à trouver ses propres solutions en matière de gestion de l'eau, d'une partie de l'énergie, des aliments. Et évidemment, c'est une échelle qu'on peut qualifier de micro, mais ça a ça d'intéressant que ce sont des projets qui aboutissent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver leur utilité dans la communauté. Alors, à présent, on va avoir un autre point de vue tout à fait différent de quelqu'un qui a sans doute un point d'observation un peu plus macro et en hauteur, mais qui, à mon avis, va compléter assez bien ce qu'on a entendu précédemment. Martine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quel projet tu travailles et surtout un projet en particulier et comment la question de l'adaptation au changement climatique, on pourrait y revenir aussi, juste une micro-précision avant que tu commences. Ce que Otavio a oublié de vous préciser, si vous ne le saviez pas, c'est que la communauté dans laquelle il habite est située géographiquement exactement au centre de la ville de Rio, qui elle-même, en son sein, contient la plus grande forêt urbaine du monde, qui fait à peu près 40 km². Et quand il parle d'isolement et d'uniquement 2 transports par jour qui vont et viennent dans cette communauté, c'est bien ça dont on parle. C'est une communauté qui est au cœur de la ville et qui pourtant n'en fait pas partie. C'est l'avantage de ne pas avoir de trafiquants, mais c'est aussi le désavantage d'avoir aucun réseau avec l'extérieur. Oui, bonjour, mon père. Oui, nous travaillons comme des architectes urbanistes paysagistes dans beaucoup de villes, beaucoup de régions, un peu partout au monde. Et je vous présente aujourd'hui un projet un peu plus proche pour vous, un projet à Eindhoven, qui est une ville très déterminée par une usine qui, je me semble, est très connue aussi en France, c'est l'usine Philips. Et Philips était vraiment avec la ville
liés comme un jumelle siamétique. Et dans cette approche, on peut très bien comparer avec Detroit. C'est dans une période qu'il y a une industrialisation, il y a une économie qui monte, qui donne beaucoup de travail aux gens, des produits qui sont innovatifs. Et on voit que tout ce positivisme crée un certain type de ville. Et puis après, ce n'est pas un président dans ce cas, mais c'est plutôt un peu l'économie, comment l'économie change et les produits se changent. Il y a aussi une certaine adaptation nécessaire pour le terrain, pour cette hardware d'une usine comme Philips. Donc, une 10 ans passés, il était un concours pour une nouvelle vision. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain qui sont dans le temps vraiment industriels, la production des produits, des lumières ou des produits pour les maisons, et comment cette zone industrielle peut être transformée vers une nouvelle ville. Donc la question est très, très proche avec la question globale d'aujourd'hui. Dans ce sens, la ville est vraiment toujours l'endroit où la ville doit être s'adapter vers les nouvelles demandes et vers les nouvelles situations économiques. Donc, si on voit dans 10 ans, 2004, ça c'est plus avant, comment cette site industriel est changé, optimalisé dans une période de 20 ans, 30 ans, 40 ans, seulement dans une monde économique, c'est-à-dire que l'industrie pense seulement de créer des produits avec un profit plutôt à court terme. Donc Philips n'a jamais réfléchi qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine après. Ok, ils ont en profité avec leur parce qu'il y a si beaucoup de gens qui travaillent dans leur usine, donc ils ont eu la nécessité de faire quelque chose pour la ville, mais pas dans un sens urbain, mais plutôt dans un sens de service. Donc ils ont créé un stade de football, qui est autrement aujourd'hui aussi, le PSV, stade Philips de Eindhoven. Donc c'est vraiment donc la ville et son structure, son tissu, aussi les maisons et les gens qui habitent là et travaillent dans la usine. C'était une système dynamique. C'est un organisme dans ce sens. Puis après, on a gagné ce concours avec 3 principes. C'est recyclage urbain, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec un tabula rasa, donc on ne va pas démolir tous les bâtiments pour refaire une autre ville ou une nouvelle ville. Ça, c'est une première approche. Une deuxième, c'était une identité qui est formée pendant des ans, dans le temps. Donc, Philips doit être présent aussi dans le nouveau quartier dans le temps. Et un troisième, c'est plutôt travailler vers cet organisme. On ne fait pas seulement un plan urbain au niveau d'un plan, sur un ordinateur et dire, voilà, ça c'est la nouvelle ville. Non, c'est avec les gens. Donc avec les riverains, avec les habitants, on va créer cette ville ensemble. Voilà. Donc un premier élément qui est très important si on fait cette structure, c'est de créer une structure de durabilité à une plus grande échelle. Et le terrain était, parce que son industrialisation était plein de béton, l'asphalte, beaucoup de bâtiments, donc il est vraiment une coupure dans une structure, dans la ville, et il n'est pas plus possible de croiser à un niveau écologique pour des petites bêtes, oiseaux, des plantes et tout ça. Donc on a lié les éléments verts, le paysage vert, dans l'environnement, les grandes structures, et on croisé dans la ville une structure par un réseau des espaces publics. Un réseau qui, on peut s'appeler ça un boulevard ou une avenue, mais qui est important dans son système global
pour raccrocher à l'environnement. Parce qu'à la fin, dans cette approche de durabilité, il est important qu'on pense de créer un quartier qui donne aussi une certaine santé aux habitants. On va habiter là dans des densités qui sont assez hautes. Il est nécessaire que les espaces publics et la ville donnent aussi un retour au niveau de qualité de santé et de qualité de vivre dans ces espaces. Donc, des allées assez monumentales, l'allée de Phillips, on a appelé ça, avec une structure. Et dans le plan, on a immédiatement commencé de créer cette liaison pour faire ce changement d'approche. Donc, on veut vraiment, au début de cet développement, on a commencé avec créer cette liaison ici dans une structure assez faible. C'est un des deux allées qui peut structurer ce terrain assez sauvage et qui donne aussi en symbole la liaison avec les quartiers en environnement, autour de ce site propre. Puis après, on n'a pas démoli les bâtiments et on a essayé avec cette plantation. Oui, cette plantation n'est pas faite par une entreprise ou une institution, mais c'est fait par les riverains, par les gens qui sont intéressés, par les écoles de l'environnement, pour seulement montrer, voilà, on va vous fournir, on va vous donner une pièce de ville que tu peux utiliser après. Donc c'est vraiment l'appropriation d'un terrain comme celui-ci est très important pour des gens, pour être aussi liés, pour avoir aussi un respect, pour découvrir après et pour voir comment la ville peut s'agrandir avec ce nouveau terrain et comment ça peut évoluer. Donc en début, la plantation était très faible. L'avantage est aussi que si on commence en début avec la plantation, dès que les gens viennent d'habiter là, la plantation est un peu plus grande, plus de valeur et plus de qualité. Puis après, le sujet de développement, c'est un sujet important et bien sûr, peut-être le plus important au niveau économique, en court terme, je veux dire là, parce que ce développement des bâtiments, c'est à la fin répondre à une demande. C'est un bilan financier qui doit être en bilan pour les nouvelles constructions en relation avec le prix d'achat et le développement dans le temps. C'est une vision assez économique qui est importante, mais puis après, avec seulement cette approche, on ne crée pas une ville. On crée une ville avec créer cet organisme, donc c'est-à-dire créer une certaine vie, une certaine ambiance au niveau des rez-de-chaussée de ces bâtiments. Et on a installé dès du début dans les bâtiments existants des initiatives, un café, des points de rencontre, des pistes skate, des expos. Et on va, avec toutes ces initiatives d'immédiat redonner ces endroits aux riverains, aux gens, qu'il y a une certaine commence de vie, donc une certaine début de créer une certaine vie dans la ville, sauf que dans cet endroit, il n'était pas possible d'habiter. Mais par ces initiatives, cette dynamique est hyper importante pour donner une base de vie dans le temps. Et l'avantage de réutiliser ces bâtiments existants est aussi que ces bâtiments ont une identité très forte, ils ont un caractère. Bien sûr, en début, ce sont des artistes, ce sont des créatives qui s'installent. Ils n'ont pas besoin le grand luxe pour avoir une agence corporate. Ils sont contents avec seulement un endroit dans un élément assez industriel. Et on a vu que ces startups ont grandi et ont utilisé et ont resté. Et puis, ils ont grandi sur place et ils ont transformé
aussi certains endroits des bâtiments. Et les bâtiments, les promoteurs ont vu ça et les promoteurs ont aussi changé de leur idée de rénover tout ça dans un image contemporain, mais ils ont laissé un peu cette brutalité du passé industriel. Et on a un mix donc d'une architecture très fin et très beau avec une approche très libre comme il est, l'industrialité comme il était. Et cette transformation, c'est une transformation de temps. On ne crée pas cette ville dans 2 ans, on crée cette ville dans 20 ans de développement. Et il y en a toujours des endroits qui restent assez industriels et qui sont rénovés. Sur cette base, ici je montre quelques exemples, comment ces bâtiments qui étaient dans la liste de démolition, qu'on a dit non, on veut les garder pour une occupation temporelle, mais qui jouent un rôle important dans cet organisme de créer une vie sociale, une liaison entre les gens. Des bureaux ou des ateliers ou des magasins pour vendre des éléments à une façon qu'on ne connaît pas dans ce temps, mais qui est maintenant un peu partout dans le monde et ici en Europe très connue, une appropriation des lieux assez industriels. Puis après, avec la pression, avec la situation, avec cette dynamique des gens, des organisations qui organisent sur ces endroits des activités, on voit qu'il y a un autre intérêt aussi pour les promoteurs pour créer des bâtiments. Donc, dans cette atmosphère positive et dynamisme, il y a un développement aussi avec des bâtiments neufs qui donnent les premières maisons, logements pour habiter. Puis après, l'espace public est agrandi. Une deuxième phase des espaces publics est créée. Et on voit que cette structure globale devient plus mature, devient plus attractive. Et parce qu'il y en a aussi des gens qui habitent là, que ces espaces publics deviennent aussi des points de rencontre et jouent vraiment aussi leur rôle comme dans une ville normale. Donc ce quartier est vraiment lié avec Philips, avec une usine qui a créé la lumière. Donc on a pensé aussi à un plan lumière parce que ville, ce n'est pas seulement pendant les journées, mais c'est pendant les soirées et pendant les nuits. Et on a lié les bâtiments qui donnent lumière dans la ville, qui étaient quelques-uns, 2 ou 3. On a lié ces bâtiments avec notre plan. Et le plan lumière était un peu typique et on a dit, voilà, dans l'espace public, cette identité peut être assez fort liée avec l'histoire de ce site. Et quelques monuments très typiques anciens sont illuminés à une autre façon et donnent un décor assez typique et assez caractéristique. Et on sent que ce quartier a vraiment une valeur dans son accroche avec la ville existante et avec le vieux structure de la ville. Cette idée, qui est très simple et qui est très respectueuse vers son identité de base de ce site, est pris pour un festival. Ce n'est pas nous qui avons présenté ça, mais on voit comment, si on donne un petit chose, les associations prennent ça comme un atout pour créer quelque chose qui est plutôt qui peut exploder dans ce sens. Et ils ont maintenant, c'est pas comme à Lyon, le fer de lumière, c'est plus mince, mais en tout cas, c'est très beau qu'on voit maintenant que Philips est encore présent dans cette région. Je te vous remercie. Merci. Merci Martine. Alors, on a entendu il y a des points communs dans vos présentations. C'est pas anodin. L'idée du recyclage urbain et d'utiliser ce qui est plus utilisé
et de lui donner une autre fonction. Je pense que ça fait partie aussi, David, des enjeux d'une ville qui s'est vidée de quasiment les 2/3 de sa population sur ces 50 dernières années. Du côté de Otávio également, comment on utilise finalement les actifs d'une communauté plutôt que de les voir pris d'assaut par des gens qui ne seraient pas forcément menés par les meilleures intentions. Et moi j'ai envie déjà de creuser peut-être une première question. On voit qu'il y a une demande qui était une demande à la fois publique et privée. Du côté de Eindhoven, il y a du côté de Detroit une demande qui est finalement une demande privée. C'est la mobilisation d'acteurs qui décident de financer une partie du renouveau de la ville. Et du côté de Rio, une initiative communautaire. Moi, un premier élément, David, qui m'intéresserait, c'est de savoir finalement quel rôle jouent les citoyens dans ces initiatives. Est-ce que, comme c'est le cas dans le projet de Eindhoven, on les implique tout au long de la vie du projet, depuis son design jusqu'à son implantation? Et si oui, comment dans votre cas? Et puis après, on va élaborer un peu sur le rôle des citoyens pour les autres projets. It's a wonderful question. I'm afraid that our public sector is still not engaging citizens in a way that's meaningful in not just Detroit, but I think the United States in general. So there are the underserved populations that are in cities have been left out of many of the discussions. And so the notion of reuse, the notion of how education's used, the notion of how public dollars are spent usually go without the input of that population. La manière dont on décide de dépenser les budgets se fait sans les contributions des citoyens. Et nous avons encouragé des initiatives où nous voyions les citoyens capables de prendre des initiatives. Pourtant, ils n'étaient pas responsabilisés. Et le problème, c'est le problème de la confiance. On ne vous fait pas confiance si vous ne faites pas partie du système. Et les décisions qui sont prises pour vous, plutôt que des décisions qui sont prises avec vous pour des choses qui vous touchent. Donc, vous avez décrit là une dynamique très, très intéressante, mais malheureusement, on n'en est pas encore là du tout. Otávio, du côté de la coopérative que tu diriges, est-ce que comment se passe justement la mobilisation des habitants? Est-ce qu'elle est unanime ou bien est-ce que c'est aussi un processus long pour les convaincre de s'impliquer dans les projets qui finalement les concernent? Ça, c'est un processus plutôt compliqué, puisque une fois que les personnes se sentent trompées, elles n'y croient plus. Elles n'y croient plus à tout ce qui peut encore se passer de bien. Et ce processus de la prise de conscience des personnes, de les mener à sa prise de conscience pour savoir ce qu'elles peuvent vraiment faire, ça se déroule depuis déjà une dizaine d'années, depuis donc 2005. Et pour arriver à là où nous sommes actuellement, c'est au prix de beaucoup de discussions, beaucoup des rassemblements avec notre groupe qui finit par établir les conditions, y compris au niveau de l'habitat. C'est d'opinion unanime, il ne faut pas trop faire agrandir, il faut que chacun reste à sa place, et ce qu'on peut au maximum faire, c'est par exemple si une famille qui a un peu grandi, qui ne sait pas où aller, elle peut agrandir, disons, sa maison pour sa famille elle-même, mais pas pour d'autres habitants qui arriveraient. Mais toute cette coopération avec les habitants, elle est quand même difficile. Et quand ils touchent avec des questions financières, c'est encore plus compliqué parce que les gens se mobilisent beaucoup par l'argent. Et quand on parle des travail volontaires bénévoles, lorsqu'il n'y a pas le côté financier, pour que les gens puissent croire que ça va marcher, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'il faut d'abord créer les moyens pour qu'ils puissent
sentir la crédibilité des choses qui peuvent arriver, peuvent vraiment se passer. Et notre coopérative, c'est ça qu'elle essaye de montrer au cours de ces dernières années. Elle crée des revenus et c'est un moyen d'encourager le travail. Donc, si les gens ont travaillé, ils reçoivent de l'argent. S'ils n'ont pas travaillé, ils ne reçoivent pas, ils ne sont pas payés. C'est une façon de les orienter donc, dans ces discours sociaux. Là, c'est inhérent au développement de la coopérative. Du côté du projet à Eindhoven, c'était une demande préalable, c'était une recommandation que vous avez suggérée d'impliquer la population dès le début pour qu'elle s'approprie le territoire? Oui, ce n'était pas une demande, en fait c'est une évolution qu'on voit. Il était une période où les villes qui veulent développer un certain endroit industriel et raccroché vers leur ville ont demandé aux urbanistes de créer un plan comme une structure qui donne aussi un résultat fixe. C'est-à-dire, c'est un tissu urbain avec des rues, avec des espaces publics, avec des bâtiments, et on l'a créé et c'était fait. Et normalement, ça doit fonctionner. On a vu que les villes sont un peu changées dans cette approche. Et la façon comment la participation est créée, les gens ne prennent pas ça seulement comme ça, ils ne prennent pas seulement une adaptation de leur ville, seulement dans un sens d'informer, voilà, on va changer votre ville dans ce sens, et ça c'est le résultat, c'est pas assez. Les gens protestent, les gens qui habitent autour disent que c'est pas bon, les urbanistes qui viennent d'un autre pays ne connaissent pas la ville locale, eux, ils connaissent la ville, eux, ils connaissent leurs besoins, et les politiciens ont vraiment une oreille, donc une écoute à cette suggestion. Et dans ce sens, le résultat d'un concours, comme la dernière année qu'on propose, ce n'est pas seulement un produit final, mais c'est plutôt un process, c'est une structure qui avantage un certain process ensemble avec des personnes qui sont intéressées. Et ça, c'est important. Les personnes qui sont intéressées ont vraiment des bonnes idées. Et ils ont aussi beaucoup de respect pour les choses qu'ils créent soi-même. Donc, un parc qui est créé par quelqu'un d'un autre pays et qui est mis comme ça là sur place a une autrement utilisé, et au niveau de graffiti et au niveau de vandalisme ou des éléments sociaux, qu'un parc qui est constitué en relation avec quelques associations de l'environnement dans le quartier, qui donne aussi un certain, je ne peux pas définir, mais ça donne un certain contrôle social. Parce que les gens qui donnent le graffiti au mur seront impliqués immédiat par les gens, c'est notre parc. Et ce n'est pas le cas quand on fait un parc comme ça, comme un étranger, et dit voilà, c'est un beau parc. Donc cette participation a un rôle social, c'est l'appropriation que j'ai montrée qui est important. Voilà. Et on doit prendre compte qu'on doit avoir confiance, ça c'est vrai, que les gens, et si c'est bien organisé, ont aussi de bonnes idées et c'est une vraie valeur. Et on peut utiliser cette valeur pour créer un parc qui est très aux mesures d'un site et des gens qui habitent. Il y avait une véritable latitude pour laisser les idées des gens se développer. Bien sûr, parce que on ne peut pas exagérer en autre sens, parce que si on met nous tous ensemble et on demande une opinion, on n'a pas un accord. Dans ce sens, il faut créer des workshops, il faut un modérateur qui un peu guider ça dans un sens. Donc il y a une vision, pas de contrôle, mais plutôt un guide ou comment on dit, un régisseur, plutôt un régisseur qui a une connaissance au plus longtemps
en valeur dans la discipline d'urbanisme ou paysage, de guider avec les gens vers un résultat. Ce n'est pas la demande ou la personne qui crie le plus fort qui gagne son idée. Donc il faut éviter ça parce que ça c'est souvent le cas, que les gens qui peuvent s'organiser bien et crient fort, que ça c'est le résultat. Donc il y a une certaine attitude modeste qu'il faut introduire dans ces séances et dans ces workshops. Donc, un peu de contrôle bienveillant. Oui. Mais du coup, un peu de contrôle bienveillant, une forme d'accélération ou de pouvoir d'accélération qu'on essaye de donner à des projets du côté de la NEI. Beaucoup de travail de pédagogie auprès des habitants du côté de la coopérative. Vous avez tous parlé également des questions des réseaux, des partenariats, de la connexion en fait entre l'espace, les gens, les organisations que vous appuyez. Une question avant de passer un micro à la salle pour finir. Comment finalement, ou quels sont les bons ingrédients pour créer ces réseaux et pour les développer, selon vous, en essayant de ne pas être trop long, mais en tout cas, quelle est la bonne façon de faire pour développer et créer ces réseaux? David, peut-être? Otávio. Obrigado. Eu acho que a integração entre a comunidade e as pessoas que estão de fora, que têm uma outra visão e que possam trazer esse conhecimento para certas, vamos dizer, leur connaissance et porque esse conhecimento face à cet isolement. Parce que si ces connaissances ne restent que circonscrites aux universités et aux autres pays, ils n'apportent pas cette notion de développement à tous ces gens qui n'ont pas accès à ces connaissances. Donc, c'est le rapprochement de ces groupes qui constitue la force et qui mène au changement. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est améliorer notre qualité de vie, la qualité de vie sur notre planète, qu'elle soit de mieux en mieux. So, a three-step process for us. Pour nous, c'est un processus en 3 étapes. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens n'ont pas d'interaction les uns avec les autres. Donc nous, on a essayé de clarifier quels étaient les intérêts de tout un chacun au sein d'un groupe. Et ensuite, on les aide à formuler une vision partagée. Et ensuite, on finance par un mécanisme de financement ou par un concours ou par une bourse. Et on fait les choses en sens inverse du gouvernement parce que le gouvernement procède de la manière totalement inverse et on s'est rendu compte que ça ne permettait pas d'établir la confiance, que la confiance c'est quelque chose qui prend du temps. Et les politiciens disent voilà l'argent, voilà le budget, voilà ce que vous devez faire avec. Et vous vous débrouillez pour trouver si ça vous intéresse. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut inverser tout cela. Et c'est comme ça que se crée un réseau. Au niveau des plans urbains, comme à Eindhoven présenté, bien sûr, les budgets qui sont prévus pour un développement comme ça sont énormes. Et on voit que si on commence avec une complexité et avec une dépense des grands budgets, on ne crée pas une ville. On crée une ville, comme j'ai expliqué, avec des petites initiatives qui peut-être ne coûtent pas si beaucoup de l'argent. Et là aussi, il y a un changement qu'on voit ou qu'on peut-être aussi dirige un peu dans ce sens. C'est qu'une économie de développement basée sur court terme, c'est un tabula rasa, c'est créer... c'est éviter la complexité, c'est chercher le chemin le plus facile. Ça veut dire on détruit tout et on crée un nouveau bâtiment parce qu'on a un contrôle des sous de l'investissement. En court terme, c'est c'est la moins chère. Mais en long terme, on a vraiment détruit l'identité d'un site. On a refait quelque chose qu'on ne sait pas qu'il est durable. Peut-être ça fonctionne pour 2 ans ou pour 5 ans. Donc,
en long terme, ce n'est pas durable du tout et ce n'est pas le moins cher du tout parce que ce sont souvent des bâtiments, par exemple un labo ou une usine, où ce sont des organisations qui créent un bâtiment en fonction de leur demande. Et ce type de bâtiments n'ont pas la capacité de transformer. Et les bâtiments qui étaient là, ils ont une structure plus forte, avec une structure en béton qui est assez monumentale et qui montre qu'ils sont adaptables avec une certaine attitude de créativité. Et là, il y a OK, ce n'est pas le chemin le plus facile pour une entreprise pour calculer comment je dois l'investir, qu'est-ce que je fais, c'est dur, j'ai beaucoup de mètres carrés que je ne peux pas utiliser, la salle qui est prévue est plus petite que j'ai prévu dans mon statistique, mon XLS. Donc, ce sont des grands problèmes pour des entreprises parce que c'est tout économisé. Mais pour la ville, c'est bien de reprendre ou prendre un peu de distance de ces tableaux, de ces bilans et de réfléchir en long terme. Donc, je vous suggérerais de ne jamais oublier l'identité d'un site parce que là, c'est vraiment une qualité en long terme. Et aussi, on voit que les entreprises qui sont capables de s'adapter, les gens qui travaillent sur ces entreprises sont plus motivés parce que leur entreprise a plus de caractéristiques et plus d'identité. Et les startups qui sont petits et qui sont agrandis, on voit que maintenant, les grandes entreprises qui veulent être dans le domaine créatif et tout ça, ils ne veulent plus des bâtiments standards et tout ça, mais ils cherchent maintenant des bâtiments comme celui-ci pour être rénovés, pour avoir aussi cette attitude un peu frais et un peu libre. C'est intéressant pour les 3 points de vue, cette question d'accepter la complexité déjà, et donc de ne pas être trop fainéant intellectuellement, ni en termes d'énergie pour développer les réseaux. Et un autre élément qui est aussi important, c'est la question finalement de comment on fait venir et comment on intéresse. Octave a parlé des médias, comment on provoque, on attire par des concours finalement, comment on oblige d'une certaine façon les gens à être curieux sur ce qu'on fait. Alors on va vous laisser, on a 10 petites minutes, 15 minutes pour vous laisser la parole. Une petite règle, si vous avez une question, présentez-vous brièvement votre nom et puis levez-vous et posez la question en l'adressant à la personne à qui vous souhaitez l'adresser. Voilà. Y a-t-il des questions ou pas dans la salle? Sinon je continue, moi je peux rester toute la soirée. Bonjour, je m'appelle Sophie Girardot, je suis consultante en éco-communication. Je m'adresse à Dave. J'ai entendu plusieurs mythes à propos de la ville de Détroit il y a quelques années et je voudrais savoir s'ils sont vrais ou pas. Premièrement, la transformation de Détroit, je crois que c'était un monsieur Barack Obama qui en avait parlé, en ville verte avec l'avènement du grand centre pour la voiture électrique en Amérique du Nord. Le deuxième mythe, c'est la vente de maisons abandonnées à $1 pour repeupler la ville. Et le troisième mythe, en fait, c'est le développement, et j'ai vu un reportage là-dessus, du tourisme de la pauvreté, avec des bus qui visitent les quartiers un petit peu abandonnés, les dealers, les crack houses, etc. Thank you for using the term myth. Those are all myths. The core of the city itself is coming back, and there's 2 reasons for that. There's an investor, a billionaire named Dan Gilbert, who runs a company called Quicken Loans. He's bought 72 buildings now downtown. He is investing in them as a talent bet. He's betting that talent will come into those buildings for his own companies. And he is restoring them much in the way that you would want a city restored. They're interesting, they're colorful, they're loud, they're wonderful places to be. But that's the downtown district. We've seen new folks coming in, revitalizing neighborhoods where housing stock was good. And that started to move things. We're hopeful the auto industry will use that same Nous espérons que l'industrie automobile va également
permettre de nouvelles expériences dans le domaine de l'automobile, notamment des voitures électriques, mais nous n'en sommes pas encore là. Et pour ce qui est de l'aspect ville verte, nous avons réaménagé de nombreux pans de notre ville, notamment le long de la rivière. Donc oui, il y a une partie du mythe qui est vraie. Pour ce qui est maintenant du logement, il y a beaucoup de maisons qui restent vides, 40%. Et au lieu de détruire ces maisons qui restent vides, quelque chose d'intéressant a été fait. Les maisons ont été taguées en disant, voilà, cette propriété représente un problème, donc si vous, en s'adressant au propriétaire, si vous ne rénovez pas cette propriété, nous allons la détruire. Et à ce moment-là, les maisons qui devaient être détruites ont été vendues à $100. Et beaucoup de maisons ont été mises également en ligne aux ventes aux enchères. Donc il y a énormément de maisons qui ont été rénovées. Donc $3 500, $4 000 pour rénover une maison qui ensuite Je suis un pris peu de la valeur. honteuse, mais j'ai vu des reportages voilà, sur des bus qui baladaient des Japonais dans Détroit et disaient « Regardez, une crack house, une autre ici. » Right. We refer to that as ruin porn in Detroit. Oui, c'est vrai qu'il y a des photographies de ces endroits complètement en ruine. Vous voyez des photos sur Internet et partout. Il y a eu des tours organisés, oui. Mais c'est de moins en moins vrai. À 99%, le centre-ville est habité maintenant. Il y a certains quartiers qui ont pris énormément de valeur, qui ont triplé en valeur ces dernières années, alors que les personnes rénovaient, les propriétaires rénovaient leur maison, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, la plupart des maisons qui ont été détruites étaient complètement vides. Donc, en fait, on est en train de nettoyer un mauvais investissement. Mais merci d'avoir posé cette question sur des mythes qui restent des mythes. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ritza Clocker, je suis étudiant en master urbanisme aménagement à l'université de Lille 1. Et j'étais venu parce que j'étais intéressé par le sujet. Et je vais mettre à l'écart un peu tout ce qui est Brésil parce que, en fait, je suis forcé de constater que j'ai l'impression que que le pays du Sud que monsieur représente est plus innovant que les pays développés dans lesquels vous deux vous êtes, en fait. Parce que ce que Détroit fait, c'est du connu. Ce qui est fait à Eindhoven, c'est du connu. On reproduit, on refait exactement les mêmes systèmes. On change juste de territoire. Après, la particularité de Eindhoven, c'est qu'on prend en compte justement les citoyens et qu'on essaye de s'adapter au territoire. Quelles sont les innovations majeures? Qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'au final, c'est du connu. Et surtout dans l'état actuel de l'économie, etc., je ne sais pas si ça va recréer de la croissance, ce que ça va amener ensuite pour les populations, etc. C'est l'histoire qui se répète. Bon, une vraie question. Est-ce que vous aviez vu les chiffres que David a partagés au début de la présentation ou pas, justement? Ouais. Je vous laisse répondre, du coup. Quelles innovations? J'ai une autre question pour toi. L'innovation, c'est le but? Alors, je me permets, surtout par rapport à Détroit, en fait, on a parlé de technopole. C'est une chose qui se fait. Mais je comprends votre question. Il y a une certaine recherche vers toujours être innovative, mais si on voit comment une ville où des gens vivent ensemble, c'est pas innovative, pas du tout. Il y en a des systèmes qui sont traditionnels, qui fonctionnent bien, et quand ils fonctionnent bien, il faut le garder
dans ce sens que ça reste fonctionner. Je veux dire que une structure, un plan basé sur un tissu urbain qui est raccroché avec des quartiers, qui comprend des espaces publics qui sont accueillants, attractifs, comme moi j'ai envie et je veux me mettre à un coin et boire une pression, c'est pas très innovatif, mais c'est très agréable, tu sais. Quand il fait le soleil et je me mets dans un banc dans le soleil, c'est très agréable, c'est pas innovatif du tout. Mais ce sont des choses simples qu'on perd vraiment dans les plans innovatifs avec des toitures photovoltaïques, avec des jardins de toiture, avec des trucs, mais c'est pas agréable du tout. Je ne vois pas des gens qui montent sur les toitures pour avoir là leur nouvelle ville. Non, ça reste sur les rez-de-chaussée. Et dans ce sens, une ville, c'est comme l'organisme que j'ai dit, c'est très simple si ça fonctionne, mais c'est très dur aussi. On voit ici, par particulier à Lille, la liaison entre les deux gares qui est prévue dans une vision urbaine très forte, comme la nouvelle ville dans le temps. C'est très agréable entre les deux gares pour vous. Voilà la réponse d'innovation. So I would suggest that instead of just innovation, we tend to take invention, innovation, and integration and call it all innovation. The reality is invention, something that's new and created, but not L'invention, quelque chose qui est nouveau, créé, mais pas forcément utilisé. Innover, c'est utiliser cette invention et l'intégration, c'est utiliser cette innovation pour l'intégrer sur le marché. Donc il faut que l'innovation passe par ces trois phases. Et si ça fonctionne, à la phase intégration, il n'y aura pas forcément d'intégration pour cette innovation. Il faut que le projet soit accepté par la population. Il faut toujours être au courant des demandes du marché. Justement, vous parlez de la population maintenant, mais vous ne la prenez pas en compte. De un. De deux, une innovation, il ne faut pas forcément la voir à travers le marché. Bon, ça, c'est une vision totalement, je ne dirais pas américaine, mais bon, enfin voilà. Ensuite, pour revenir à monsieur, en fait, ce que je voulais dire en fait, à travers innovation, c'était aussi par rapport à tout ce qui était écologique. Parce qu'il ne suffit pas de mettre des arbres pour dire c'est écologique, ça va rendre le lieu plus sociable. Il faut surtout, vous l'avez dit, des espaces de sociabilité. Bien sûr. Mais moi, en fait, je veux parler d'innovation par rapport, je ne dirais pas développement durable, parce que c'est un peu dépassé, mais plutôt d'un point de vue écologique. Oui. Là, vous avez un point, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les arbres qui donnent la liaison écologique, ça c'est vrai. C'est plutôt aussi une atmosphère et un quartier, comment ce quartier fonctionne. On a aussi cet exemple aujourd'hui au forum, comment écologie et le recyclage peut être illustré au niveau d'usage chaque jour, journalier. Mais au niveau urbain, il n'y en a pas si beaucoup des éléments pour créer ces grandes liaisons. Et j'ai montré seulement les grandes liaisons qui sont une importance parce que si on coupe toutes ces grandes lignes, on manque vraiment des liaisons écologiques au niveau territorial. Et parce qu'une ville a l'attitude de grandir, il est plutôt que des liaisons faibles comme l'écologie et comme le vert sont plutôt coupées que reliées. Et dans ce sens, c'est une très grande valeur. Puis après, on a une plantation seulement des platanes, donc ce n'est pas varié. Je comprends toutes ces remarques. Ce n'est pas un exemple qui prononce l'écologie dans son biodiversité le plus fort et le plus écologique. Mais en tout cas, il y a un layer, donc un niveau dans ce plan qui est hyper important pour
à une échelle territoriale, de lier des zones qui sont très de valeur dans cette bilan. Y a-t-il d'autres questions? On en prend encore une, peut-être une deuxième, si jamais il y en a une autre dans la salle, éventuellement dans le même round, avant de conclure. Donc, bonjour, je m'appelle Jade Flinois, je suis donc étudiante à l'Université d'Artois en langue et management interculturel. Donc, je m'adresse plutôt à l'urbaniste. Je voulais savoir, là, vous avez travaillé donc, sur Philips, qui est donc une entreprise privée. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler en fait avec des partenaires publics? Est-ce que vous retrouvez le même genre de liberté? Parce que là, finalement, vous avez pu donc faire intervenir les citoyens, prendre certaines initiatives. Est-ce que vous voyez des différences finalement entre les demandes privées et les demandes publiques au niveau de l'urbanisme? Comment dire? Oui, l'approche initiale, c'est un peu différent. Le résultat est presque pareil. On travaille à le moment à Montpellier. L'EAI, c'est un vieux terrain militaire, caserne, qui est redonné à la ville. Donc, je pense que la ville l'a acheté pour quelques euros pour après réouvrir ce site qui était militaire et fermé. Et les gens ont immédiatement pris ce domaine public comme un parc de quartier. Puis après, l'idée là, c'était aussi un dialogue compétitif, donc une certaine compétition initiée par le public. Et le résultat est pareil, c'est-à-dire qu'on crée une structure. Cette structure donne une base qui crée ce bilan financier pour faire ce bilan. Et puis après, le contenu de cette structure est défini ensemble avec des gens, et ensemble avec des riverains et ensemble avec des associations. Donc, on ne voit pas beaucoup de difficultés entre où le début est privé ou le début est public. Pas du tout. Pas du tout. Merci. Quand on conclut. Non, allez-y, je vous en prie. Bonjour, alors je m'appelle Salomé, je suis étudiante en sciences politiques à Lille et l'intervenant belge a soulevé une question qui m'a interpellée, celle des identités, et j'aimerais savoir ce que les intervenants brésiliens et américains pensaient de cette question parce qu'elle me semble importante dans le cas brésilien où on me dit que la communauté est en dehors de la ville et je me demandais si elle n'avait pas envie de justement se tenir à l'écart de la ville et ne pas avoir besoin ou peut-être pas besoin, mais de rester en dehors de la ville sans l'intervention des pouvoirs publics. Et pour l'intervenant américain, si les questions d'identité n'étaient pas vraiment problématiques dans cette question. Enfin, je sais qu'elle l'est, mais j'aimerais des précisions, s'il vous plaît. Merci de votre question. Bon, la question de l'identité, on travaille là-dessus depuis plusieurs années parce que les personnes, elles sont nées sur place, elles ont été élevées. Donc, le rôle de notre coopérative, c'est d'essayer de récupérer ça, mais d'une façon plus adaptée, plus sociale. Parce que les pouvoirs publics ne soutiennent pas toujours d'une forme juste cette communauté. Et comme notre communauté est vraiment très petite, on ne tient pas spécialement qu'ils interviennent. Ce qu'on voudrait au moins, c'est d'avoir les moyens d'essentiel, comme l'assainissement, qui n'aurait pas besoin de venir de la part d'une entreprise privée. Par exemple, la question des transports, que le pouvoir public pourrait nous aider, mais qu'il n'ait pas un engagement de la population, qu'elle soit obligée d'abandonner l'espace pour aller ailleurs. On voulait que soit créée une façon de vie qui soit agréable, le fait de pouvoir aller au cinéma, au théâtre, à la plage,
que la personne puisse avoir ses activités, que la population finit par y renoncer parce qu'elle n'a pas le moyen d'y aller. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pense que le pouvoir public pourrait y remédier. Mais cela ne changerait pas la question de récupérer leur histoire. C'est de préserver leur histoire, leur identité, mais en leur offrant les services et les possibilités d'y rester dans cette communauté sans une intervention arbitraire de pouvoir public. Mais en faisant une parenthèse à la question qui a été posée, la ville de Rio de Janeiro a un plan directeur qui a été créé par les pouvoirs publics, par le pouvoir élu, mais sans qu'il ait la moindre participation de la population. Et ça traite de toutes les questions de mobilité urbaine, des transports. Tout ça est fait par les gouvernants qui se réunissent un peu à porte fermée et définissent ce qu'ils pensent que c'est le mieux pour la ville sans tenir compte de l'opinion de la population. Donc on essaye de changer cette démarche, de faire un peu entre eux. C'est comme le cas dans la ville de Détroit qui agit un peu de la même façon, qui ne tiennent pas trop compte de la vie de la population. Vous avez vraiment mis le doigt sur la question. Et aux États-Unis, peut-être en Europe également, la même question revient. Bon, pour Détroit, plus spécifiquement, il y a 3 identités, en fait. Première identité, celle de ceux qui vivent dans cette ville et qui ont vu la renaissance de la ville sans sentir qu'ils font partie de cette renaissance. Ils ne s'identifient pas à elle. Ils se disent « je devrais en faire partie, mais pourquoi est-ce que je reste en marge de cette renaissance ?» Deuxième identité, ceux qui habitent dans les banlieues de Détroit, ils ne comprennent pas l'importance de la ville. Il y a des gens qui, pendant 30, 40 ans, se sont toujours targués de ne jamais être allés en ville. Ils la voient comme une menace, en fait. Et troisième identité, c'est cette nouvelle population qui arrive et qui veut réparer, en quelque sorte, Détroit. Donc, ça peut être utile au niveau des citoyens, mais s'ils arrivent et qu'ils arrivent en sauveurs, c'est plus du tout utile. Donc, ce que nous essayons de faire, et ce que Otavio a essayé d'expliquer, c'est que nous essayons de créer des projets qui prennent en compte toutes ces différentes identités. Et ce n'est que grâce aux inspirations communes que nous arriverons à créer une seule identité, celle d'un nouveau Détroit, un Détroit uni qui prend en compte tous les pans de la population. Et sans cette identité commune, nos progrès s'arrêteront net. Et je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur le point le plus important à la renaissance de Détroit et peut-être de toutes les autres villes d'ailleurs. Dave, je voudrais vous remercier tous et toutes d'être venus, partager ce moment avec nous, remercier Otavio, David et Martin d'avoir fait le voyage pour partager leurs expériences avec nous aussi et vous souhaite une bonne continuation pour la suite du forum. Merci.